Alors, bonjour et bienvenue au podcast, que vous soyez abonné Patreon, que vous regardiez sur YouTube, que vous écoutiez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou encore que vous soyez à l'écoute de la station CIAX 98.3 FM. Bienvenue aussi aux gens qui sont avec nous en direct sur Facebook pour cet épisode spécial du podcast dans le cadre de la campagne des 12 jours d'action contre les violences envers les femmes. Patrick Lajeunesse au micro. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être là avec vous et de diffuser cette rencontre à partir du territoire traditionnel non cédé de la Confédération des Abénaquis et des Wabanakis. Aujourd'hui, on aborde les violences systémiques et institutionnelles à l'égard des femmes dans différentes sphères sociales. En co-animation avec moi aujourd'hui, Jeanne-Marie Rouguira, docteur en sciences de l'éducation et professeur au département de psychosociologie et travail social de l'Université du Québec à Rimouski, vice-présidente aux régions de la Fédération des femmes du Québec et membre du comité des 12 jours. Également avec nous, Samira Figuigui, docteur en droit, directrice générale de la Société John Howard du Québec et co-coordonnatrice du comité FIAED de la Ligue des droits et libertés, section Québec. Le respect et la garantie des droits fondamentaux de toute personne, dont les personnes incarcérées, lui tiennent à cœur. Alors, bonjour à vous deux. Jeanne-Marie, je ne t'entends point. Attends un petit peu. Samira, est-ce que tu m'entends bien? Oui, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonjour Patrick, tu m'entends là? Oui, je t'entends très bien. Alors, c'était une longue présentation, mais c'est fait. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous. J'arrive ce midi, en fait, j'ai regardé la cérémonie de commémoration du 31e de la tuerie de Polytechnique. C'était très, très touchant. J'ai pu revoir Joséphine Bacon, qui a déjà été avec nous au podcast, et puis entendre aussi, Rock. En tout cas, une artiste autochtone, c'est parce que je suis un peu nerveux que j'oublie son nom, là, mais c'était vraiment très, très beau. Alors, je suis content d'être là avec vous. On devait aussi accueillir aujourd'hui Marielle Mbanga, qui malheureusement a eu un inconvénient de dernière minute. Alors, on la salue. Et puis, bon, ça va se faire à 3. J'invite les gens qui sont à l'écoute sur Facebook à partager dans les prochaines secondes cette rencontre-là. On va se donner le temps dont on a besoin, peut-être 1 heure et quart, quelque chose comme ça, pour aborder les sujets qu'on veut aborder. Alors, Jeanne-Marie, comme tu es ma co-animatrice, est-ce que tu veux nous parler, puis en plus de ça, tu fais partie du comité des 12 jours. Est-ce que tu voudrais commencer par nous parler un peu de c'est quoi ce comité-là, c'est quoi son action, qu'est-ce qu'ils font? Oui, merci beaucoup Patrick de nous accueillir. On est donc le 6 décembre aujourd'hui. C'est une journée de commémoration pour les tueries de la Polytechnique. Tout le Québec est en deuil. Ça fait déjà 31 ans, mais on sait bien que même si ça fait 31 ans, il y a toujours aujourd'hui au Canada une femme qui meurt à tous les 2 jours et demi, assassinée au Canada. C'est vraiment inquiétant. On sait que il y a eu l'année passée plus de 1000 femmes autochtones qui ont été assassinées ou qui ont été portées disparues. On sait que ça continue. C'est pour ça donc que plusieurs organismes féministes qu'il y a au Canada et au Québec choisissent ces moments pour faire une campagne de sensibilisation. Mais notre campagne de sensibilisation ne se limite pas aux 12 jours. Les 12 jours, c'est du temps qui ont été choisis par les Nations Unies finalement le 17 décembre en 99. Okay. Proclamé le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Rappelant que cette violence est un obstacle sur la voie de l'égalité, du développement et de la paix. Cette date commémore l'assassinat de 3 sœurs Miraban, 3 militantes politiques dominicaines qui furent brutalement exécutées en 1960 sous les ordres du chef d'État Raphaël Trujillo. Le 25 novembre marque aussi le début des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes, campagne reconnue internationalement, qui se termine le 10 décembre, Journée internationale des droits de la personne. Donc, ces 12 jours
ont déjà été instituées. C'est pour ça qu'ici, on commence ça le 25 pour commémorer les Sœurs Mirabal. Et sur le plan international, ça finit le 10 décembre. Au Québec, nous sommes une société distincte, n'est-ce pas? Au Québec, nous, on ne fait pas 16 jours, on fait 12 jours pour arrêter le 6 décembre pour la commémoration des 14 femmes qui ont été assassinées à la Polytechnique en 1989. Ce genre de violence sexiste a bouleversé la population québécoise. Et tous les 6 décembre, les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments fédéraux. La population est aussi invitée à porter un ruban blanc et à observer une minute de silence afin de commémorer les 14 victimes de la Polytechnique. Cette année, le comité des 12 jours a choisi Joséphine Bacon comme notre porte-parole. C'était un choix que nous avons fait volontairement pour ne pas invisibiliser la question des femmes autochtones. Pour ne pas participer à ça, on voulait tendre la main à nos sœurs autochtones. On avait été ébranlés par la mort, le décès de Joyce Echaquan. Comme nous avons été ébranlés avant ce décès-là par la commission Vient, par l'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, et on s'est dit, cette année, on veut faire ça, main en main entre Montréal et les régions. Cette année, on veut faire ça, main en main entre les Québécoises dites allochtones et des Québécoises autochtones, et ce qui a été bien fait. Et c'est donc dans ce cadre que tu as accepté de nous accueillir. Ben oui. Accepter, plus qu'accepter, c'est vraiment un honneur, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Et puis, moi, je ne savais pas ça, que ça datait d'aussi longtemps et que ça venait de l'ONU. Donc, merci pour ça. Et puis, quand je regardais aussi la commémoration ce midi, d'ailleurs, j'invite les gens à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. C'est vraiment très beau. C'est concis. Il y a des belles prises de parole. Vous écrivez dans votre moteur de recherche Facebook campagne 12 jours, puis vous allez tomber dessus. Il y avait une des survivantes qui parlait et puis qui disait que ça a pris des années de combat pour faire changer la plaque commémorative sur laquelle, si je ne me trompe pas, c'était écrit homicide. Et on a fait changer ça par féminicide. Et ça a été long. Puis moi, je suis Montréalais d'origine et puis j'étais à Montréal cette journée-là. Je m'en souviendrai toute ma vie. On courait après ma sœur pour savoir où elle était parce qu'elle étudiait autour de l'université. Donc, c'est une journée qui m'a marqué aussi. Puis je me disais, mais pourquoi utiliser ce terme-là alors que clairement, c'est un geste qui était vraiment dirigé contre les femmes. Donc, j'étais content que ça a été souligné aujourd'hui, cet aspect-là. Samira, tu parles pas beaucoup, mais on sait que t'es là. Je ne t'oublie pas. Samira, de ton côté, justement, tu travailles, tu es docteur en droit, donc tu es étudié en droit. Et tu es à la Société John Howard du Québec. J'aimerais ça peut-être d'abord que tu nous expliques un peu c'est quoi la Société John Howard, c'est quoi ton rôle, puis comment ça s'inscrit dans la campagne actuelle? Okay. Donc, la Société John Howard du Québec, c'est un organisme communautaire qui existe dans chaque province au Québec. Et c'est comme chapeauté par une société générale, la Société John Howard du Canada. Notre mission pour chaque société de chaque province, notre principale mission, c'est de venir en aide, d'aider, de soutenir les personnes incarcérées et les personnes judiciarisées, c'est-à-dire les personnes qui sont à l'extérieur, qui doivent avoir une peine sont en maison de transition, c'est dans un travaux communautaires, peu importe, une personne qui a un contact direct ou indirect avec la justice. Donc, nous, on est là pour leur venir en aide dans leur quotidien afin de favoriser leur réhabilitation et dans le but de prévenir la criminalité. Il faut savoir que la Société John Howard du Québec, elle existe depuis les années 70-80 et on était comme en dormance depuis une vingtaine d'années principalement pour manque de subventions de financement. Donc, c'est pas parce que les besoins n'existaient pas, bien au contraire, on voit que les besoins sont de plus en plus importants dans la province.
Et en 2017, donc on l'a reparti avec le président actuel, le président du conseil d'administration, Monsieur Jean-Claude Bernheim, ainsi qu'une autre personne qui faisait partie de notre conseil d'administration, Cassandra Roy. Et moi-même, en fin 2017, début 2018, on l'a reparti en ouvrant un bureau. On avait une opportunité d'ouvrir un bureau à Montréal. Donc, on a un service qui est en partenariat avec l'Agence des services frontaliers. Et ce bureau-là, Montréal, est principalement dédié à ce programme qui vient en aide aux personnes incarcérées pour une situation d'immigration irrégulière sur le territoire du Canada. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre une alternative à la détention pour ces personnes-là. On travaille avec l'agence qui va nous référer des personnes et nous, on va établir justement pour simplifier, une liste de besoins de la personne. Par exemple, mettons si elle a des problèmes en santé mentale, donc la personne devra suivre tel programme, ou sinon la personne s'engage à faire du bénévolat. Mais en tout cas, le but, c'est que la personne puisse être dans la communauté le temps d'avoir sa décision de renvoi ou pas par le commissaire. Et il peut se passer comme un mois, comme il peut se passer comme 6 mois, comme un an, comme ça dépend. Chaque personne a des cas différents. Donc, nous, on est là justement pour les aider afin de leur éviter l'incarcération. Donc, vous faites de la représentation légale en cours ou c'est du counseling plus... Non, c'est plus de l'accompagnement. Pour l'instant, on ne fait pas de la représentation en cours. Mais par contre, nos gestionnaires de cas à Montréal peuvent être amenés à témoigner ou à témoigner devant le commissaire. Mais ce n'est pas notre rôle principal. Et en parallèle, on fait plein d'autres choses. On a des programmes, des services, des activités en détention, notamment dans les pénitentiaires. Donc, c'est vraiment à l'échelle de la province du Québec, de Pont-Cartier jusqu'à Montréal. Donc, on a développé un service, une activité Mon Papa, une histoire, qui consiste justement à favoriser, à maintenir le lien de parentalité des pères ou des oncles ou des frères, une personne qui a un lien significatif avec un enfant à l'extérieur. Donc, cette activité a été réalisée grâce au partenariat avec Relais Famille. Relais Famille est également un organisme communautaire à Montréal qui s'occupe principalement des familles qui ont une personne incarcérée ou sinon vivant l'incarcération d'une manière ou d'une autre. Donc cette activité-là a un beau succès, mais à cause de la COVID, on a dû la suspendre. On est en train de réfléchir à d'autres alternatives parce que ça a quand même eu des retombées positives autant pour les pères ou sinon les oncles ou les frères qui sont à l'intérieur et ils se sentent comme utiles en se disant je pourrais toujours leur donner une autre image d'eux-mêmes, une image positive, mais également une volonté de maintenir un lien avec leurs proches. On avait aussi un autre service qui s'appelle Dadero, Mon Papa Héros. Et ça, c'est avec un organisme communautaire également, pan-canadien, qui vient en aide aux familles incarcérées. Et là aussi, c'était des activités à l'intérieur, en détention, et aussi à l'extérieur, en communauté, dans des maisons de transition, où pendant 8 semaines, ils ont comme chaque semaine, il y a un thème sur la parentalité. C'est pour être père, comment devenir père, comment garder les liens avec ses enfants. Donc, toutes ces dimensions de la parentalité qu'on oublie parfois aussi à l'égard des hommes incarcérés. Ça a eu un beau succès également, mais pour cause de subventions, on l'a suspendu également. OK. Ouais, des embûches, que ce soit la COVID, la subvention, c'est un combat de tous les jours, d'arriver à faire valoir l'importance des services puis de pouvoir avoir les fonds pour les mettre en place.
Et je voulais, petite parenthèse, c'est Katia Rock qui est en performance plus tôt aujourd'hui, parce que je la connais personnellement. Elle m'en voudrait là, que j'ai oublié son nom. C'est Katia Rock qui était en performance, c'était magnifique. Puis je voulais savoir aussi, Samira, puis Jeanne-Marie, hein, je te gêne pas, t'interviens quand tu veux. Samira, je voulais savoir parce que tu es aussi co-coordonnatrice avec Marielle, qui est malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, du comité FIAED, avec un accent sur le E, de la Ligue des droits et libertés. Fait que j'aimerais ça que d'abord que tu nous déchiffres l'acronyme, là, puis que tu nous expliques un peu c'est quoi ce comité. Et juste compléter pour la John Howard, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir, on a ouvert un service d'accompagnement à l'hébergement depuis la COVID. Donc là aussi, il y a beaucoup de besoins. Et, Vous hébergez qui? Comment? Vous hébergez qui? Les personnes qui sortent de détention. On n'a pas, en fait, ce service-là, c'est un service d'accompagnement à l'hébergement. Donc, on aide et on soutient les personnes qui sortent de détention, de maisons de transition, de leur trouver un hébergement afin de prévenir le risque de récidive, mais aussi d'itinérance. Parce qu'on sait que cette population-là a encore plus de difficultés que la population en général de trouver un logement suite à leur passé pénal. Donc, on accompagne cette population. Donc, c'est l'étape, excuse-moi, Jeanne-Marie, c'est l'étape juste après la maison de transition, donc si je comprends bien. Oui. Okay. Ça dépend en fait, oui. Il y a des personnes qui peuvent terminer leur peine en maison de transition. Donc, quand elles ont terminé, elles sont plus sous la responsabilité des services correctionnels. Elles se retrouvent donc en liberté totale. Et ça dépend aussi en fait, toute personne est différente, toute personne a un vécu différent. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir encore un accompagnement, qui ont beaucoup de difficultés à trouver un logement. Donc, certains ils vont se retrouver dans des refuges ou sinon dans des structures qui ne sont pas adaptées à leur vécu. Et donc, la John Howard, justement, elle propose de les aider, de les accompagner, mais aussi de faire de la sensibilisation auprès des autres organismes communautaires et même des propriétaires de logements pour lever tous les préjugés qu'on a sur ces personnes. Justement, moi, je pensais à ça, à la question des préjugés. Je me demandais, c'était quoi l'acceptabilité sociale de votre cause? Comment les gens répondent? Est-ce qu'ils ont le sentiment que c'est une bonne cause ou ils ont tendance à vouloir condamner les personnes qui sont judicialisées et mettant en marche de la société? J'ai bien fait de te nommer co-animatrice. C'était des bonnes questions. C'est encore difficile, mais on a quand même eu de belles réussites, de beaux succès ici à Québec, même à Montréal. La population est quand même assez réceptive. Elle entend les besoins des volontaires qu'on accompagne. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation et de préjugés envers la clientèle. Donc, c'est le rôle, c'est notre mission, nous, à la John Howard, mais aussi, je pense à mes collègues à Alter Justice qui s'occupent des personnes au niveau provincial et aussi à l'aumônerie communautaire. Donc, on est là vraiment pour sensibiliser aussi le public à la réalité de ces personnes. Parce que le but, c'est justement que la personne, il faut se rappeler que la personne, avant d'être incarcérée, elle a fait partie de la communauté. Donc, elle a été exclue de cette communauté, de cette société pour rejoindre une autre société, la structure, le système correctionnel, le système carcéral. Et là, on lui demande, au bout de 5 ans, au bout de 2 ans, même au bout de 2 ans, de rejoindre la société libre et avec les mêmes codes, mais elle a perdu déjà, elle les avait pas à la base et elle les a perdus en détention. Et on lui demande de vivre comme si c'était rien passé. C'est vraiment difficile, mais c'est ça, c'est notre but, c'est justement de sensibiliser la population. Une fois qu'on arrivera à sensibiliser, comme là pour les violences systémiques faites aux femmes, comme Patrick disait qu'il y a eu un long combat pour changer le terme juste de féminicide pour homicide pour féminicide. Ça a été un long combat parce qu'on se dit, ce sont des femmes, c'est un crime envers les femmes. Donc, on appelle la signification, l'importance des mots pour chaque action est déterminante aussi pour la réception, pour le message que la personne va recevoir. Donc, si on le dénote en disant c'est un homicide, c'est pas la même chose que si on dit un féminicide parce que c'est vraiment un crime envers des femmes qui a été commis.
Et là, c'est la même chose. Donc, pour les personnes qui ont été incarcérées, qui ont vécu l'incarcération, ben, nous aussi, on essaie de faire toute cette sensibilisation auprès du public, de leur dire, oui, ils ont fauté, ils ont commis un crime, un délit, mais il faut aller au-delà de ce crime-là. Nous, à la John Howard, on essaie justement d'aller au-delà du crime. On regarde la personne avant tout, toujours dans le but de protéger la personne et de protéger également la société. Est-ce que tu peux nous parler de la situation spécifique des femmes dans les prisons et dans ces situations-là? Oui, ben oui, parce qu'on a parlé un petit peu, on s'est rencontrés, on a fait une genre de petite pré-entrevue, puis Samira, justement, mettait en lumière, puis ouais, c'est intéressant parce que tu mettais en lumière des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui ont un impact direct sur les femmes incarcérées. Hein. Je vais revenir à ta première question, Patrick. J'ai pas répondu, juste pour faire le parallèle et pas oublier. Le comité des femmes FIADE, c'est le comité des femmes d'ici et d'ailleurs égales en droit. Donc là, c'est la Ligue des droits et libertés, section Québec, qui a créé ce comité, me semble, en 2017-2018, mais c'était parti avec Marielle. Donc, c'est parti avec Marielle. Et Marielle, dommage, elle n'est pas là, sinon ça aurait été elle aurait été la mieux placée pour en parler. Mais en tout cas, le but de ce comité-là, c'était de promouvoir les droits des femmes et surtout le droit à l'égalité des femmes dans n'importe quelle situation où elles se trouvent dans la société. Et pourquoi les femmes d'ici et d'ailleurs? Donc, on veut toucher, interpeller, et même que les femmes rejoignent notre comité, qu'elles soient québécoises, qu'elles soient autochtones, qu'elles viennent de notre pays, d'autres cultures. Et c'est ensemble avec toute cette diversité, toutes ces expériences, tous ces vécus qui sont différents et uniques, qu'on permettra justement de faire avancer la cause des droits des femmes au Québec. Et le but justement de ce comité-là, c'est également de faire de l'éducation en droit essentiellement et aussi de faire de la sensibilisation auprès des futures femmes et aussi des futurs hommes de la société. On essaie d'impacter un large éventail de la population. Oui. Oui, vas-y. Et pour revenir à la question, là, les femmes, c'est quoi? C'est la réalité des femmes en détention? Oui, c'est ça. En tout cas, tu nous parlais des personnes qui vivent en détention ou qui sortent de la détention, qui sont en transition. Et je me demandais si, dans ton expérience, ça se passe pareil pour les hommes et pour les femmes. Ben, c'est une très belle question parce que il faut savoir déjà au Québec, même au Canada, il y a un organisme qui s'occupe spécialement, exclusivement des femmes. C'est la Société Elizabeth Fry. Donc, la Société Elizabeth Fry s'occupe des femmes. Il me semble que chaque province également a sa société. Et aussi au Québec, on a une maison de transition ici à Québec. Il y a également une autre maison de transition à Montréal. Donc, cette société Elizabeth Fry, justement, réfléchit et accompagne les femmes au quotidien. Donc c'est une parenthèse, en tout cas pour les citer, parce que c'est elles qui ont plus d'expertise, mais quoi qu'il en soit, nous, dans notre programme, dans notre nouveau, c'est la déformation, c'est pas le programme, c'est notre service d'hébergement qui s'appelle Chez nous. On reçoit des références femmes. Et on voit au quotidien que l'approche peut être différente. C'est pas que l'approche est différente. Une femme n'a pas le même vécu qu'un homme en détention, n'a pas eu la même réalité. Déjà, l'univers carcéral, le système est différent du quartier homme ou du quartier femme. Et après, donc, il faut dire que les femmes, en plus peuvent avoir encore un maintien de leur réseau familial qui peut leur permettre de se réinsérer facilement. Mais ça, c'est pas une généralité, mais il y a des femmes aussi qui, comme les hommes, qui vont avoir comme plusieurs problématiques de toxicomanie, de santé mentale. Et là, ça va être plus difficile pour ces femmes-là de rejoindre la société. Donc, l'approche, pour répondre à la question, l'approche de l'intervention est différente lorsqu'on
lorsqu'on reçoit une femme ou qu'on reçoit un homme. Parce que les besoins primaires sont différents. Voilà. Les besoins primaires sont différents. Une femme, j'allais dire, le système correctionnel est fait en sorte, déjà, il a été pensé pour l'homme. Il a été pensé pour un jeune homme. Et donc, quand on intègre une jeune femme dans ce système-là qui a été pensé pour l'homme, on voit qu'il y a quand même des dysfonctionnements, des irrégularités. Au Canada, il faut savoir que dans les années 90, il y a eu une nouvelle réforme justement de la prise en compte, en tout cas de la réalité des femmes en détention. Il existait un seul pénitencier à Kingston. Il me semble qu'il a été ouvert en 1934. À Kingston, il y avait une seule prison pour femmes pour tout le Canada. Une seule prison pour femmes dans tout le Canada. Et il faut savoir que c'était dans le système actuel, les personnes incarcérées sont réparties selon leur degré de sécurité maximum, minimum, medium ou sinon minimum. Et là, les femmes, elles étaient toutes incarcérées dans le même pénitencier. Donc, les mediums, les maximums et les minimums étaient toutes ensemble, mais séparées dans différents quartiers. Donc là, on voit qu'il y avait une réelle problématique. On n'avait pas pris en considération justement la possibilité d'avoir des femmes incarcérées en détention. Donc, parfois, quand il n'y avait pas de place ou une autre raison, on les incarcérait dans des quartiers pour hommes. Donc, on voit que là, il y a déjà une particularité. C'est pas... là, on voit qu'il y a quand même un dysfonctionnement entre les deux milieux. Mais dans les années 90, il y a eu un groupe de réflexion sur la création de choix. Justement, c'est un groupe qui se voulait féministe, qui se voulait révolutionnaire sur l'approche de la détention, de l'incarcération pour les femmes. Et le but, justement, c'était de rendre, de donner la possibilité à la femme incarcérée, justement, déjà sa dignité, mais aussi le contrôle de sa vie en détention. Et il me semble qu'il y avait cinq considérations. Et on voyait que justement, dans les années 90, là, maintenant en 2020, on voit que ça n'a pas été réalisé, ça n'a pas été concrétisé. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, je pourrais vous donner un élément de réponse, c'est que c'est également, on est parti sur la même base, sur la prison qui est pensée c'est un système masculin pour l'adapter aux femmes. Moi, je me demandais... vas-y, Jeanne-Marie. Non, tu peux y aller. Je me demandais aussi, les jeunes femmes qui arrivent en prison, qui sont enceintes, est-ce qu'il y a des mesures particulières pour eux ou ils sont dans la même population que le reste de la prison? Parce que je peux deviner que au niveau de la sécurité, de la santé physique et mentale, c'est pas du tout le même cadre, là. C'est une très belle question. Il existe, justement, depuis la création de choix dans les années 90, il y avait la possibilité d'avoir des unités, des sections, des quartiers mère-enfant. Donc, pour la femme en état de grossesse, là, j'ai pas l'information. Je suis pas spécialiste, donc je n'ai pas l'information si elle reste dans sa cellule, en tout cas avec la population générale, ou bien elle est dans un secteur particulier. Mais en tout cas, lorsqu'elle a accouché et lorsque son enfant est venu au monde, du coup, elle peut avoir accès à un service mère-enfant qui est une unité spécialement, comme une garderie, spécialement pour les mères. Et donc, elles ont la possibilité de garder leur enfant jusqu'à 24 mois, il me semble. 24 mois, il me semble. Okay. Donc, elles peuvent garder leur enfant et l'allaiter, l'enfant vit avec elle dans cette unité-là. Et lorsqu'elle elle doit aller travailler, l'enfant est gardé. Il y a comme une garderie, l'enfant est gardé par des gardiennes et la mère incarcérée peut aller travailler ou faire d'autres activités. Il existe, oui. Aïe, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là une fois qu'ils ont 24 mois? C'est ça, ouais. Alors, il y a la possibilité,
soit c'est la famille qui va les reprendre, donc s'il y a un lien encore direct avec les proches, les grands-parents ou autres, donc la famille va les reprendre. Mais également, il y a aussi la possibilité que les enfants aillent dans des familles d'accueil. Dans des familles d'accueil. Mais là, on regarde aussi l'intérêt de l'enfant. Si on considère que la famille proche est dans son intérêt, il va être remis aux grands-parents s'ils sont encore aptes à les garder. Et là, c'est la DPJ qui va trancher à ce moment-là? Alors là, je ne pourrais pas vous... je pense que oui. Je peux deviner. Je ne peux pas vous dire. Je peux deviner que c'est les services sociaux qui prennent le relais à ce moment-là. C'est quand même quelque chose, là. Je veux dire, si une femme est condamnée à 10 ans de prison, qu'elle arrive, qu'elle est enceinte, qu'elle accouche en prison, et je pense autant à la mère qu'à l'enfant dans cette situation-là, c'est quand même... c'est atroce. C'est atroce, oui. Moi, le monde carcéral, c'est un monde qui est très éloigné de ce que je connais. Là, j'ai été sensibilisée par d'unité 9. Je regardais avec beaucoup de... Je pense que ça a eu cet effet-là sur le Québec un petit peu de démystifier. Et oui, aussi d'arrêter de déshumaniser. Ça arrive de ces femmes-là. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien là, de regarder ça. Je trouvais que ça arrêter de déshumaniser, mais je trouvais qu'il y avait des pratiques. C'est par exemple des pratiques de fouille à nu. Puis je m'imagine une femme qui arrive en prison, elle est menstruée, on lui fait une fouille à nu. Je trouve qu'il y a des situations tellement humiliantes que je ne sais pas comment on pourrait faire pour que, même si ces personnes-là sont supposément en punition, que leur dignité soit respectée, quoi. Et que la dimension qu'elles vivent, des expériences que ces femmes-là vivent, parce que ce sont des femmes, qui sont des situations que les hommes ne vivent jamais, puissent être tenues en considération dans ces environnements-là. La même chose quand elles sortent de prison, quoi. Comment faire pour les protéger, quoi, pour pas qu'elles se retrouvent en itinérance ou dans des réseaux, des réseaux qui sont là, qui les attendent aussi à la sortie. Oui, ou de trafic d'humains, tout ça. Voilà. C'est pour ça que des organismes comme le nôtre, comme Elizabeth Fry, il y a aussi un autre organisme qui vient auprès je me souviens plus de son nom exact, mais en tout cas c'est à Montréal aussi, il s'occupe des femmes incarcérées ayant vécu l'incarcération. Donc c'est pour ça que ce genre d'organismes-là sont importants dans le portrait communautaire, même sociétal au Québec et au Canada. Parce que il faut le dire, c'est que ces organismes-là existent, c'est pour pallier à un problème, à une insuffisance de l'état du système. Donc, si la prison en tant que telle était le meilleur moyen, le meilleur outil pour réhabiliter les personnes, ça se serait parce que la John Howard n'existerait plus, Elizabeth Fry n'existerait pas non plus. Mais on voit que même après leur incarcération, il y a des personnes qui ont encore besoin de... Et ils nous le disent, ils nous le verbalisent. Ils nous le verbalisent, là, pour rester avec les femmes, le peu de femmes qu'on a accompagnées, notre service est tout nouveau, mais le peu de femmes qu'on accompagne, elles le verbalisent, elles disent qu'elles ont encore besoin d'être accompagnées. Elles ont peur d'être... elles ne se sentent pas encore prêtes, justement, d'être en liberté directe. Donc là, quand on voit ça, c'est que c'est à l'intérieur, quand elles sont restées 1 an, même 1 an, 2 ans, peu importe la durée, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Est-ce qu'elles sont restées juste dans leurs cellules? Il faut repenser justement les programmes, les activités qu'on dispense à l'intérieur, parce que le but, c'est que ces personnes-là soient libérées. Elles ne vont pas rester toute leur vie en détention, sauf cas minoritaires. Et encore, elles ont vocation à sortir de la détention. La peine de mort au Canada n'existe plus. Donc, ces personnes-là, qu'on le veuille ou non, devront justement réintégrer la société. Et ça passe par nous également. Nous, au quotidien. Moi, je dis systématiquement, les personnes, ça se trouve quand on prend le bus, le caissier, la caissière, peu importe la situation, peut-être cette personne-là a vécu de l'incarcération. Et nous, en tant que, moi, vous, toutes les personnes qui nous écoutent, elles sont pas aussi, on va pas
rien ne leur garantisse qu'elles ne connaîtront jamais l'incarcération. Parce qu'il se peut qu'elles aient fait un accident de la route, elles ont bu un peu trop, ou peu importe leur situation, un homicide involontaire ou autre, elles pourront peut-être connaître même de manière de courte durée l'incarcération, ou en tout cas le système judiciaire. Donc, c'est pour ça que si nous, on les rejette, si nous, on n'arrive pas, nous, c'est la population générale, si nous, on n'arrive pas à les inclure dans la société, c'est certain qu'il y aura toujours des problématiques par la suite. Puis c'est quoi le type d'activité, d'accompagnement que vous offrez à la suite, après la maison de transition? J'avais cette question-là, puis également dans le même envolé, est-ce que il a déjà été réfléchi ou mis sur la table la possibilité d'avoir des lieux d'hébergement post-maison de transition, donc soit des appartements supervisés ou des appartements de groupe où il y aurait des gens qui ont le même vécu, qui peuvent avoir des services au même endroit? Oui, je souris parce que c'est vraiment la priorité là, de la John Howard en ce moment. On voit qu'il y a un besoin, mais que ce soit à Québec, à Montréal, même en région, qu'il y a vraiment ce besoin-là des personnes qui sortent de détention. Donc, comme je disais, nous, on a créé le service. Déjà, à la base, nous, on veut créer un service. D'ailleurs, on reçoit toutes sortes de dons, en tout cas financiers. Donc, les dons sont bienvenus. Le but de la John Howard, c'est d'ouvrir une maison, une résidence pour les personnes aînées, les 50 ans et plus qui sortent de détention. Donc là, on voyait qu'il y avait beaucoup de discrimination, beaucoup de difficultés envers de ces personnes-là à réintégrer la société. Et même 50 ans et plus ici dans la communauté, dans la population libre, c'est encore jeune. Mais dans la population incarcérée, c'est le vieillissement est accéléré à cause de l'incarcération. Donc, il faut dire que les personnes, quand elles sortent, ou même quand c'est à l'intérieur, elles ont des problèmes de vieillesse, de vieillissement tout simplement. Donc, elles ont des problèmes de mobilité ou sinon des maladies gériatriques, peu importe. Donc, nous, le but, c'est justement de venir en aide à cette population-là. Et avec la COVID, on a vu que la demande était aussi pour les personnes de 50 ans et moins. Donc, ça, c'était un projet qu'on avait à moyen terme, mais on a dû y répondre justement pour répondre, justement pour pallier au manque dans la communauté. Donc, actuellement, il n'existe pas, peut-être il existe, mais en tout cas pas à ma connaissance, des services, des maisons qui viennent en aide aux personnes après une fois qu'ils sont plus sous la responsabilité du fédéral, du provincial. Mais il existe des maisons de transition, les maisons de transition pour les personnes qui sont encore sous la responsabilité des services correctionnels. Mais des maisons d'hébergement, il va y en avoir, il va y avoir des organismes qui vont accepter notre clientèle, mais il n'y a pas encore d'organisme de résidence spécialement dédié à cette clientèle. Parce que cette clientèle-là, en général, elle va rejoindre les services d'itinérance, comme il y a à Québec, donc c'est l'Aube-Rivière, sinon Oldbury à Montréal. Des services où on vient en aide à des personnes avec des problèmes de toxicomanie, de santé mentale. Donc, ils vont rejoindre ces services-là. Mais il n'y a pas de service pour les personnes ayant vécu l'incarcération et avec toutes les problématiques que je viens de citer. Donc, en tout cas, ça, c'est la John Howard aspire à développer ce genre de service-là. D'ailleurs, j'ai mis le lien du site web dans la description de la vidéo pour les gens qui veulent faire un don à la Société John Howard. Ce serait génial d'avoir ce type de service-là parce que, puis je pense aussi, on en parlait, je pense aux enfants aussi, c'est-à-dire un endroit où la reconnexion, non seulement avec la société du travail, là, puis de la consommation, mais la société, la famille de cette personne-là, comment renouer les liens, comment, ça a besoin d'être accompagné. J'imagine que vous le faites, mais hors hébergement, mais c'est certain qu'en cadre d'hébergement, ça pourrait être facilitant, surtout, là, on parle des personnes de plus de 50 ans, mais si je pense à une maman qui a passé 2-3 ans en prison, qui n'a pas revu son enfant depuis 1 an ou 2,
là aussi un travail à faire avec l'enfant et la maman. Exactement, c'est vraiment dans nos plans là peut-être d'avoir une chambre ou deux ou un appartement dédié justement aux mères qui veulent reprendre contact avec leurs enfants, parce qu'il faut savoir que la mère, quand elle est incarcérée, en général, c'est elle qui avait un lien d'éducation, un lien direct avec l'enfant. Quand elle est incarcérée, l'enfant, s'il n'y a plus personne, l'enfant se retrouve comme en difficulté. Par contre, quand c'est le père qui est incarcéré et qui a toujours un contact avec la mère, l'enfant ne se retrouve pas démuni. Il y a toujours sa mère qui vient protéger. Mais parfois, le contraire est plus difficile. Donc, ça dépend aussi on va faire des généralités, mais la mère qui est incarcérée, elle peut toujours avoir un contact avec, elle peut être en couple ou sinon ne plus être en contact avec le père de l'enfant. Mais quoi qu'il en soit, la mère, en général, c'est toujours elle qui accompagne son enfant. Donc, quand elle est incarcérée, c'est justement ce lien-là est perdu. Et donc, l'enfant a plus de risques d'être en famille d'accueil, mais en général, s'il y a toujours le contact avec les grands-parents ou la famille, ça va être priorisé. Il faut l'espérer. Puis c'est quand même étrange parce qu'on a ces services-là au niveau des femmes victimes de violences conjugales, mais c'est-à-dire des maisons d'hébergement où les enfants sont accueillis. Mais si on dit que les violences systémiques sont aussi carcérales, c'est aussi des femmes victimes de violences à quelque part. Donc, il y a des maisons d'hébergement qui ne sont pas seulement spécifiées à la violence conjugale, qui sont aussi capables d'accueillir ces femmes-là. Oui, des femmes qui sont dans l'itinérance, qui sortent de prison, qui sont mal prises pour une raison ou une autre, parce qu'elles ont été éprouvées, ces maisons d'hébergement peuvent les accueillir. Là, j'ai dit le mot violence, puis tout à l'heure, Samira t'a dit le mot systémique. J'aimerais ça y revenir parce que c'est un mot qui semble faire peur à notre gouvernement. Puis il y a bien des gens. Je voulais le mettre de l'avant parce que on parle de violence systémique envers les femmes. Puis là, la question s'adresse à vous deux. Dans le fond, c'est pas une question, c'est un commentaire, mais je vais vous entendre parler de ça. En quoi, pour vous, ces violences-là, elles sont systémiques? Puis comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste sur le terrain, dans la vie de tous les jours? Là? Puis là, on parle pas seulement des femmes incarcérées, là, mais des femmes en général. En tout cas, moi, je pense que je pourrais en parler pendant 100 ans là, de cette question-là. Si, par exemple, on parle des femmes victimes de violences conjugales, est-ce qu'on s'entend que nous avons tous été socialisés dans un système patriarcal? Est-ce qu'on s'entend que le patriarcat est un système? Et que finalement, somme toute, ce n'est pas seulement les femmes qui sont victimes du patriarcat, les hommes aussi. Ben oui. Les hommes aussi en sont victimes. Ils ont été socialisés de cette manière-là à cause du patriarcat. Les femmes ont été socialisées comme elles ont été socialisées parce qu'elles sont à cause du patriarcat. Puis il ne suffit pas de dire t'es un mauvais garçon, Patrick, t'as battu ta femme. Ça ne suffit pas. Il faut regarder c'est quoi dans notre société qui autorise qu'il y ait une femme qui meurt tous les 2 jours au Canada. Qu'il y a une femme qui meurt tous les 2 jours partout sur la planète. Ce n'est pas une question québécoise, ce n'est pas une question canadienne, c'est une question de partout. Partout sur la Terre, les femmes meurent. Et ce système patriarcal, il existe partout, mais le système patriarcal, Angela Davis nous l'a dit, il ne va pas tout seul. Il est imbriqué avec le colonialisme, il était imbriqué avec le capitalisme, il est imbriqué avec la manière dont nos services sont gérés, parce qu'on s'est imaginé que comment je dirais, le modèle de l'humanité, c'était un homme blanc, blanc aux yeux bleus quasiment, là, qui a 40 ans. 50. 50, c'est encore pire. C'est le modèle de l'humanité, ce qui fait que tous les services sont pensés pour ce prototype-là. C'est pas rien ni contre l'homme, ni contre les personnes blanches, mais c'est juste que beaucoup de services sont pensés, beaucoup de systèmes, les systèmes d'éducation en Afrique, les pensionnats au Québec, là, où allaient les personnes autochtones, c'est les mêmes pensionnats dans lesquels nous, on a été élevés.
Moi, j'ai été dans une école où j'apprenais que mes ancêtres, c'était des Gaulois. J'ai appris ça par cœur, j'ai répondu ça. Oh non. Pour réussir mon examen, que nos ancêtres sont des Gaulois. Tu essaies d'apprendre une nouvelle langue, tu essaies de comprendre ce que ça veut dire ancêtre, puis tu dois apprendre que tes ancêtres sont des Gaulois. Tu imagines qu'est-ce que ça fait dans l'imaginaire des gens. Donc, tous ces systèmes-là ont besoin d'être pro-questionnés. Et Samira le disait tantôt en disant, le système carcéral a été pensé pour un homme, pour un jeune homme. Ça n'a pas été pensé pour un jeune homme canadien moyen. C'est qui ce jeune homme-là? C'est un jeune homme canadien blanc. C'est pas un jeune homme canadien autochtone. C'est pas un jeune homme issu de l'immigration. C'est surtout pas une femme. C'est surtout pas une femme autochtone. C'est surtout pas une femme africaine. Et alors, est-ce qu'on peut se dire tout simplement que nous sommes dans une société qui vient d'une histoire, que cette histoire est collective et que nous sommes positionnés différemment dans cette histoire-là et que de cette histoire-là, nous avons hérité des institutions, nous avons hérité des politiques et des pratiques à l'intérieur de ces institutions-là qui viennent de là. Et que tant aussi longtemps qu'on individualise, quand on dit au Québec, il y a des personnes qui sont racistes, mais les institutions québécoises ne sont pas racistes. Au Québec, il y a des batteurs de femmes, mais il n'y en a pas de système qui tue les femmes. Mais quand on dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de psychologiser des problèmes sociaux. On est en train de mettre sur le dos d'une personne. Si mon fils, je ne sais pas, si ton fils de 20 ans là, est raciste, là, c'est pas lui le méchant. Il a été socialisé avec des clichés, avec des préjugés qui passent à la télévision, avec des préjugés qui sont écrits dans les livres, avec une partie de l'histoire qui n'est pas racontée. Et le pauvre petit, il va faire des choses qui vont pas dehors, puis on va dire le méchant garçon, il est raciste, plutôt que de regarder comment la famille a participé, comment l'école a participé, comment les médias ont participé, comment finalement on participe collectivement à ces choses-là qui discriminent les personnes, qui vulnérabilisent les personnes et qui ne peuvent pas se répondre juste par des décisions individuelles. Ben oui, je sais plus où j'écrivais ça, parce que quand tu dis, tu sais, les hommes sont aussi victimes du patriarcat, nos fils, puis je veux dire, puis j'écrivais quelque part parce que, ouais, c'est ça, il s'est passé quelque chose dans mon coin, là, il y a eu un jeune de 20 ans, en tout cas, qui a été incarcéré là, pour avoir commis des abus sexuels. Puis, j'ai partagé la nouvelle dans mon réseau de la MRC ici en disant « Arrêtons de penser que notre fils, c'est un bon gars, puis lui, ça y arrivera pas, ce truc-là. Parce que 5 de mes fils qui sont un bon gars, ça devient un imbécile. Je sais c'est quoi avoir 17 ans puis être entre garçons. La contamination de ce truc-là patriarcal et colonial se passe malgré nous-mêmes parents, malgré qu'on ait donné une bonne éducation puis des valeurs solides à nos enfants. Ça leur prend une force de plus pour s'affirmer dans un groupe et dire « Je brise le cycle, je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se dire ici dans le groupe. » Que ce soit, puis les jeunes sur Internet, hein, maintenant, je veux dire, ils jouent ensemble, sont une trentaine en direct en train de jouer ensemble, ils se contaminent positivement ou négativement, mais c'est certain que moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que de faire porter le poids sur l'individu par rapport à la société en général, puis à nos modèles. Alors, c'est là que peut-être que le gouvernement, justement, a son pied à mettre à terre, puis à dire, on le reconnaît, on va mettre des instances en place, puis des mécanismes pour nous éduquer, nous sensibiliser, puis déconstruire ce modèle-là. Mais c'est tout un travail, parce que comme tu le disais, Jeanne-Marie, c'est pas seulement que le patriarcat seul, c'est pas seulement que le colonialisme seul, c'est pas seulement que le capitalisme à lui seul, c'est toutes ces sphères-là qui interagissent les unes avec les autres. Donc, même si le gouvernement du Québec prenait des décisions aujourd'hui, si le restant de la planète, j'allais dire, le fait pas, on travaille contre nous-mêmes. Là. Je sais pas comment le formuler. Là, mais... Il faut au moins que ça commence quelque part. Moi, je trouve que la question la plus importante sur ces enjeux-là, c'est de dire, mais on ne veut pas. Le féminisme existe pour défendre les droits des femmes. Il n'existe pas pour condamner les hommes.
Le féminisme n'a pas été créé comme un outil contre les hommes. Ben, le féminisme existe pour l'épanouissement des femmes. Déjà, si on pouvait sortir de ce discours-là, on aurait fait un sacré pas. Déjà là, le mouvement antiraciste n'existe pas contre les personnes blanches. Il existe pour que les personnes racisées puissent bien vivre. Est-ce qu'on déjà on pourrait sortir de cette dualité-là qui est en train de polariser notre société et de nous faire du mal pour rien? Moi, je me dis, on joue avec le feu là. Ça paraît qu'on n'a pas vécu la guerre ici, on ne sait pas c'est quoi. On ne polarise pas les gens de cette manière-là. Je trouve ça hyper grave. Après, je trouve qu'il y a une question fondamentale pour tout politicien, tout éducateur, tout parent qui est minimalement responsable avant de dire il existe, j'ai entendu Macron dire, il existe des policiers qui ne sont pas corrects, mais les violences policières, ça n'existe pas. Mais attends, vous vous moquez du monde ou quoi? Ma question, c'est comment ça se fait, M. Macron, que dans ta République, ce soit possible que les policiers fassent ça? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 1000 fois, 100 000 fois. Comment c'est possible? Quels sont les mécanismes qui autorisent ça? Et moi, la question qui m'intéresse, c'est pas de savoir, c'est pas de dire que tous les Québécois sont racistes. S'ils étaient racistes, je ne serais pas ici, là. Avec toi, je ne serais pas. C'est pas juste ça. La question, c'est quels sont les mécanismes qu'on laisse perdurer dans notre société qui discriminent les personnes, qui vulnérabilise les personnes, qui racialise les personnes, qui fait que les femmes meurent, qui fait que les personnes racisées puissent ne pas avoir une femme racisée avec des enfants va avoir de la misère à avoir un emploi, va avoir de la misère à avoir un logement. Parce que somme toute, le racisme individuel, le petit gars là à côté de chez moi, qui trouve que je suis une grosse femme noire, que ça ne fait pas son affaire. Si je ne mange pas chez lui, si je ne loge pas chez lui, si ce n'est pas lui qui nous donne à manger, ce n'est pas grave, il peut penser tout ce qu'il veut. Toutes les personnes ne sont pas aimées par tout le monde. Ça, ce n'est pas un problème. Mais à partir du moment où il y a des gens qui ont du pouvoir, le pouvoir de me donner accès à l'employabilité, le pouvoir de me donner accès au logement, le pouvoir de me donner accès aux études, le pouvoir de m'amener en prison injustement, le pouvoir de... Ces gens-là ne sont pas seulement des personnes, c'est des agents de nos systèmes d'éducation. On a vu l'histoire de l'enseignant de Montréal-Nord, là... Oui, à l'école Henri Bourassa, oui. Le problème, ce n'est pas seulement cette personne-là. Le problème, c'est que ça se fait dans un système où il a du pouvoir, où il doit éduquer, où il discrimine les enfants à l'intérieur de l'institution scolaire de l'État. C'est du racisme systémique. Faire tomber des têtes individuelles, je veux dire, souvent en plus de ça, c'est utilisé pour se donner une bonne conscience comme institution. Je veux dire, que ce soit l'hôpital de Joliette, que ce soit l'école Henri Bourassa, c'est le même comportement, c'est le même effet. Puis c'était le même discours, ce dont tu parles, que Macron dit, ben ça a été, je m'en excuse de le dire, mais exactement le même discours que notre premier ministre a tenu par rapport à Joyce Echaquan, et en disant, bon, ben c'est du personnel, on va congédier le personnel, et puis bon. Puis ça m'amène à ma question, Samira, ton micro est éteint, mais en fait, ça s'adresse à vous deux, mais peut-être plus à Samira parce que tu étudies en droit, justement, puis on en vient là parce qu'on dit, bon, il faut travailler sur les mécanismes, mais est-ce qu'il y a des lois, des obligations formelles de nos gouvernements pour enrayer les violences systémiques qui sont inscrites dans la loi, que ce soit ici, que ce soit au niveau international? Je vais parler plus pour le côté des prisons. Mais il faut savoir que quand j'ai regardé, quand on m'a invité justement avec Marielle pour prendre la parole, j'ai regardé la littérature, et la littérature, en tout cas, de ce que j'ai pu constater et qui a été confirmée aussi par une professeure à l'Université Laval, on n'emploie pas encore le terme de violence systémique à l'égard des femmes incarcérées. Donc, ça aussi, c'est quelque chose peut-être à creuser, à réfléchir. Mais pour répondre à la question, oui, j'allais dire, moi, ma thèse de doctorat, j'ai soutenu là dernièrement, ma thèse de doctorat, c'est l'effectivité du droit à la santé en détention. Donc, en prison au Canada et en France.
dans ma thèse, ce que je dis qui peut être transposé aussi à toutes les autres lois et pour éradiquer toute forme de violence, si on applique les lois, le droit tel qu'il existe actuellement, on arriverait déjà à protéger la société, à protéger les personnes incarcérées, en tout cas. Mais il faut savoir que la plupart des lois ou du droit tel qu'il existe, en tout cas le droit à la santé, en l'occurrence pour ma thèse, il a été calqué de la population générale pour l'imbriquer dans la population incarcérée. Mais là aussi, comme tout à l'heure, je disais pour la transposition du système des personnes, de la création les prisons pour hommes et les prisons pour femmes, on a juste calqué ce qui existait déjà. Mais on fait la même chose pour le droit parce qu'on part du principe que la personne incarcérée est sujet de droit. Donc, c'est une personne comme vous et moi. Oui, c'est une personne comme tout le monde, mais c'est une personne qui vit dans une situation particulière. Donc, il faudrait adapter ce droit-là, donc en l'occurrence le droit à la santé ou sinon un autre droit, à la réalité dans laquelle il vit. Parce que le droit à la santé, c'est que le droit actuel, on a calqué le droit international, donc le Canada est signataire d'un pacte international des droits économiques, sociaux et culturels qui protège notamment le droit à la santé avec d'autres droits. La France l'a signé également, donc la France, c'est un système dans lequel où on signe un traité international, c'est directement intégré dans le droit interne. Après, je vais vous épargner donc le technique, mais si c'est pas contraire à la Constitution, ça fait partie du droit interne. Au Canada, non, il faut que ce soit, même si le Canada a signé ce pacte international, il faut que le législateur fasse comme on dit, une loi de transposition. En l'occurrence, il faut qu'elle dise que le droit à la santé existe au Canada. Mais après, pour nous, pour les personnes incarcérées, il faudrait qu'il y ait une autre loi qui dise, voilà, le droit à la santé en détention, c'est ça. Mais le problème, c'est que donc ici au Canada, on a une loi, c'est la loi sur les systèmes correctionnels, qui existe, je pense, depuis 1992, il me semble. Et là, on protège, on dit c'est quoi l'accès aux soins de santé. Mais c'est toujours accompagné d'un petit bout de phrase en disant si possible, dans la mesure du possible. Et en fait, en détention, dans la mesure du possible, ça veut tout dire. Donc, en gros, on dit que la personne a des droits, mais que si l'administration, s'il n'y a pas justement de personnel pour l'accompagner ou peu importe, c'est justifié. Donc, dans le meilleur des cas, tu as tes droits, sinon, si moindrement, il y a une tempête de neige aujourd'hui, là, tu perds tes droits. C'est ça, exactement. Et en plus, comme nous, déjà, à l'extérieur, on a de la difficulté à avoir accès à un médecin. Donc, en détention, c'est encore plus difficile. Et après, il y a toutes ces réalités qui font que la femme, l'homme, la personne de 30 ans, la personne de 60 ans, ne vit pas sa santé de la même manière. Donc, voilà. Donc, tout ça pour répondre à la question, oui, le droit existe, le droit et la protection existe, mais après, voilà, il faut que ce soit applicable. C'est ça. Puis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sur place pour vérifier l'application de ces droits-là aussi. C'est ça. Pour les pénitenciers, on a l'enquêteur correctionnel. Donc, lui, il fait des enquêtes dans les pénitenciers au Canada et il reçoit aussi des plaintes de la part des personnes incarcérées. Et là, on voit que depuis les 5 dernières années, les soins de santé sont de plus augmentent. C'est l'une des raisons. En fait, à chaque fois, c'est soit les soins de santé, soit les conditions de détention qui est la première cause de plainte en détention. Parce que la population incarcérale est vieillissante comme le reste de la population au Québec. Moi, ce qui me... Je pense que de la loi, il faudrait vraiment en faire une question d'éducation. Parce que je pense que ces questions-là ne sont pas seulement... On ne va pas régler la question des violences faites aux femmes ou régler la question de discrimination vécue par beaucoup de personnes dans la population, finalement, juste en punissant les gens. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser, il faut arrêter de déshumaniser et il faut faire un travail. Il faut accepter que le changement des mentalités prend du temps, mais
moi, ce qui me fait de la peine dans le discours du Premier ministre, par exemple, c'est que je trouve qu'il manque l'occasion d'éduquer le peuple. Je trouve que le peuple québécois mérite mieux que ça, mérite d'être considéré comme des gens intelligents et de se dire, ben, écoutez, on a l'histoire qu'on a, on est arrivé ici, il y avait des autochtones, ben oui, il y a eu la colonisation des territoires, puis il y a eu les pensionnats, puis il y a eu les réserves, puis il y a eu la loi sur les Indiens, ben oui, et puis c'est vrai aussi qu'on n'a pas enseigné ça comme il faut, mais maintenant, on peut tout recommencer. On peut regarder ça, on peut reconsidérer les questions, être digne de notre époque, assumer le passé de ceux qui nous ont précédés et de se poser la question comment on améliore la société pour aujourd'hui et pour demain. Et c'est une question éducative avant d'être une question légale ou juridique ou punissable, quoi. Et malheureusement, ça devient une question partisane et électoraliste aussi parce que les propos qui étaient tenus, c'était ben non, on ne parlera pas de systémique parce que ça va faire peur à une partie de mon électorat. C'est exactement ce qui a été dit. Tu sais, donc, mais alors, moi, je suis bien d'accord avec toi, Jeanne-Marie. Il faut sortir aussi de l'espèce de cercle vicieux de la culpabilisation, là aussi. C'est parce que tant qu'on reste là-dedans, on n'est pas prêt à regarder. Tant qu'on réagit quand on se fait dire ben il y a du racisme systémique ou il y a de la violence systémique envers les femmes, ou les gens se braquent parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train d'attaquer leur personne. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il faut sortir de ça pour le regarder dans un contexte global, systémique, historique, à travers tout ce qu'on a vécu pour arriver à opérer des changements. Je fais un petit... je sors du coq à l'âne, mais je fais juste remarquer, Samira, que depuis tout à l'heure, tu parles de nous quand tu parles des personnes incarcérées. Et donc, comme de son organisme plutôt. Oui, mais moi, je le voyais aussi comme une espèce d'engagement vraiment où tu étais relié à tes sœurs, aux personnes qui sont dans ces situations-là, au point que ça fait partie de toi. Et ma question, c'était, dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce champ d'expertise, autant au niveau de tes études qu'au niveau de ton implication professionnelle? Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui t'a appelé là-dedans. C'est vraiment c'est par hasard. En toute sincérité, c'est par hasard. Moi, je suis française d'origine algérienne, donc j'ai fait toutes mes études en France. Et je fais des études de droit. Donc, à la base, je voulais faire du droit pour que la personne... Je voulais être magistrat des enfants, des enfants. Parce que je voulais être la dernière porte avant la prison du jeune adolescent ou de la jeune adolescente. Mais à cette époque-là, je ne savais pas, j'avais juste, comme la majorité, des images de la prison, des préjugés sur la prison. Et à cette époque-là, je ne m'intéressais pas encore. Et donc, c'était mes premières années de droit. Je voulais faire du bénévolat. J'avais intégré une association, peut-être vous connaissez, le Téléthon, qui venait en aide aux enfants malades, qui n'a rien à voir avec ça. Et c'était une belle association, une belle cause, mais j'avais besoin d'être en contact avec les personnes que j'aidais directement. Et par hasard, donc il y avait une session de recrutement dans mon université d'origine qui, c'était un regroupement étudiant qui s'appelle le GENEPI. C'est un groupe national d'étudiants d'enseignement pour les personnes incarcérées. Donc, j'ai été à une rencontre et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai été à une rencontre, on nous a expliqué c'était quoi, ce qu'ils attendaient de nous. Et après, par la suite, j'ai intégré d'autres rencontres. Puis après, j'étais à ma première entrée en prison, dans la prison de ma ville. Et là, la première personne incarcérée que j'ai vue, c'était une femme. Une femme, et elle était menottée, les pieds et les mains. Et là, je la regardais et je me suis dit, waouh. Je me suis dit, c'est un être humain. Il y avait trois gardiens, 3 surveillants qui l'entouraient. Je me suis dit, mais waouh, quoi, c'était violent, c'était choquant pour moi parce que c'est la première fois que je rentrais, c'était la première fois que je voyais une personne incarcérée, c'était vraiment choquant. Et après, toutes les semaines, donc j'allais en détention et je donnais des cours. Je faisais au début, c'était de l'introduction au droit, sur le vocabulaire en droit. Après, ça a été de la culture générale et tout. Et je me suis prise de passion par cet univers. Donc, j'ai essayé de faire
différents corps de métier avec de par mes stages. Et au final, ça revenait toujours au milieu carcéral. Et donc, du coup, je voulais être directrice de prison, des services pénitentiaires. J'ai dans une école, à l'école nationale de l'administration pénitentiaire, j'avais intégré une école préparatoire. Toujours en France. Oui, en France. Ouais. Et c'est là où j'ai le déclic. Je me suis dit, non, j'ai pas envie d'être directrice parce que je vais juste administrer, je vais juste continuer et je ne pourrai pas faire changer les choses. Et donc, je me suis dit, si je veux faire changer les choses, il faut que ce soit par le biais d'organismes comme la John Howard. Et au fil de mes études, je suis venue ici au Québec, la première fois à Sherbrooke. Et j'avais toujours besoin d'avoir toujours un contact avec les personnes incarcérées. Et après, je suis venue ici à Québec pour ma thèse de doctorat. Et j'ai continué aussi mon engagement envers les personnes incarcérées, puisque je faisais donc ma thèse sur le droit à la santé. Et là, j'ai continué là aussi. Donc, j'ai dû quitter mon engagement en France parce que je m'étais installée ici. Mais là, je me suis dit, comme j'ai le goût de dire à chaque fois, la veuve et l'orphelin, on trouvera toujours quelqu'un pour les défendre. On trouvera toujours quelqu'un pour leur donner leurs droits, pour qu'ils puissent avoir accès à leurs droits. Mais la personne incarcérée, il sera plus difficile pour elle, justement, de faire valoir ses droits. Donc, non pas que j'ai de la considération et je vois l'importance aussi pour la veuve et l'orphelin, mais les personnes incarcérées avec plus de difficultés à avoir accès à leurs droits. Donc, c'est pour ça que je me suis focalisée sur ça. Et maintenant, c'est devenu c'est ma mission, j'ai envie de dire. Pour l'instant, j'ai envie de pouvoir les aider parce qu'en les aidant, c'est aussi aider la population libre. Et j'ai encore un idéal. Peut-être dans 10 ans, je serai moins naïve. Mais en tout cas, j'ai encore cet idéal-là de me dire qu'on est tous égaux en droit. Donc, la personne, peu importe son passé, peu importe ce qu'elle a commis, donc elle doit avoir accès aux mêmes droits que nous. Ou sinon, le système, l'État, il devrait être plus franc en disant, il y a 2 catégories de citoyens. Les personnes qui ont vécu l'incarcération, elles auraient accès à ces droits-là, et les personnes qui n'ont pas vécu auraient accès à ces droits-là. Actuellement, c'est ce qu'on voit parce que la personne, quand elle a connu l'incarcération, de trouver un emploi quand elle sort de détention, c'est difficile. Un logement quand elle sort de détention, c'est difficile. Avec le casier judiciaire, d'avoir accès à certains soins de santé également, c'est difficile. De renouer avec sa famille, dépendamment du crime qu'on a commis, c'est difficile également. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est difficile. De voyager, des choses quotidiennes, là, pour nous, c'est quotidien, on n'y pense pas, de voyager, ça peut être difficile également. Donc, la personne, on ne lui prive pas parce que la détention, l'incarcération, à la base, c'est juste la privation de liberté d'aller et de venir. Quand on dit ça, on se dit c'est correct. Non, c'est pas juste ça. Parce que justement, si tu n'as plus cette liberté d'aller et de venir, tous tes autres droits qui tournent, qui gravitent autour de celle-ci, te sont pris, te sont confisqués. Comme là, on a un bel exemple. On est en confinement ou en semi-confinement ou je ne sais pas comment on va l'appeler. Mais avec la Covid, tout le monde, là, je peux te dire le monde entier, a vécu ou vit du semi-confinement ou du confinement. Et là, on se rend compte que là, on est chez nous, on a accès à Internet, on a notre télévision, on peut se faire livrer toute la nourriture qu'on veut. On peut tout faire, mais j'allais dire même si on peut avoir une villa avec une piscine, peu importe, on peut tout faire. Et s'il y a une personne qui vient, qui a la clé de notre appartement, de notre maison, ou sinon quand il y a M. Legault, sinon M. Macron, ou peu importe, qui nous disent « Ah ben là, maintenant, vous n'avez pas le droit d'aller à tel endroit, ou sinon ça va être risqué d'aller à tel autre endroit », on se rend compte c'est quoi la notion de liberté. Et c'est là où on se dit, écoutez, parce qu'à chaque fois, on pense, moi, depuis le début, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je m'occupe que je suis engagée dans cette cause, systématiquement, il ne se passait pas une seule discussion, on me dit, ah, mais c'est le Club Med de la prison. Parce qu'ils avaient le droit à la télévision, parce qu'ils avaient le droit à la PlayStation. Mais ils ont le droit à la télévision, en tout cas en France, je parle de la France,
Ils ont le droit à la télévision, oui. C'est Robert Badinter qui l'avait instauré dans les années 80. Avant, ils n'avaient pas le droit à la télévision. Ils ont le droit à la PlayStation, oui. Ils ont le droit à avoir un ordinateur quand il n'y a pas accès à Internet, oui. Mais tout ça, qui paye? C'est pas l'État, c'est pas les impôts, c'est pas le service pénitentiaire qui va payer ça. C'est le prisonnier, c'est la personne incarcérée qui va payer ça. C'est la personne qui va continuer, va dire, écoute, maman, j'ai besoin d'avoir accès à la télévision, donc il va avoir un abonnement. Comme en France, je parle à peu près ici, je ne sais pas, mais quand on a une chambre d'hôpital en France, il y a la télévision, mais on peut avoir accès si tu payes l'abonnement. C'est la même chose. Même chose ici. Ouais. Voilà, c'est la même chose. Donc, le Club Med, quand même, le Club Med, faut. Voilà. C'est ça pour dire que le confinement actuel est une bonne source, en tout cas, j'espère, de réflexion. De réflexion, de sensibilisation. C'est drôle, hein? Je ne l'avais jamais vu dans ce sens-là. Puis je trouve ça intéressant parce que justement, je voulais savoir, selon vous, avec la pandémie, est-ce que ça peut affecter, c'est pas tout à fait dans le thème que tu abordais, mais est-ce que ça peut affecter la mobilisation puis les représentations pour les droits des femmes actuellement? Est-ce que ça a un impact? Bien sûr qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut faire comme si on n'était pas en confinement. Mais en même temps, tu sais, comme disait Samira tantôt, on est des privilégiés, on peut faire des podcasts, on peut faire des choses en ligne, il y a beaucoup de choses qu'on a été capable de faire parce qu'on pouvait. Mais la question fondamentale, elle est, il y a au Québec des gens qui n'ont pas accès à Internet. Ben oui. Il y a au Québec des gens qui n'ont pas accès aux ordinateurs. Et eux, actuellement, la plupart des services qui sont rendus aux femmes victimes de violences conjugales, ils passent par là et n'ont pas accès, ou même s'ils ont accès, ils sont confinés avec le monsieur qui les contrôle. Ce qui fait que la question des violences faites aux femmes ont augmenté avec la pandémie. De la même manière qu'on sait bien qu'on parlait des violences systémiques tantôt, on sait qu'il y a des enjeux de racisme, il y a des enjeux de classisme, il y a des enjeux de capacitisme. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ces questions-là. On le sait, par exemple, que c'est qui travaille dans les CHSLD? La plupart, c'est des femmes d'assisées qui travaillent tout le temps, qui ne sont pas bien protégées, qui ne sont pas bien logées, qui n'ont pas tous les ans dans leur maison, là, quand ils rentrent pour pouvoir protéger leurs enfants. Des fois, c'est des femmes sans papier, sans statut, qui n'ont même pas droit d'avoir accès aux services de santé, qui contaminent leurs enfants, qui ne sont pas soignés après. Tu vois, il y a tout ça. Ouais. Dans les régions du Québec, dans les régions éloignées, en Gaspésie, dans les régions ici dans le Bas-Saint-Laurent, dans les régions quelque part dans le coin du lac Saint-Jean ou dans le coin d'Abitibi. Combien de femmes sont éloignées, n'ont pas de moyens de locomotion, ne peuvent pas se rendre au service facilement dans les maisons d'hébergement, et n'a même pas le moyen de prendre sa voiture pour se rendre aux maisons d'hébergement qui sont déjà éloignées, et n'a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas d'internet chez elles, et ça vulnérabilise davantage. Oui, tout à fait. Puis j'ai eu la chance de travailler cet automne sur un projet de recherche ici en Estrie, justement sur la COVID, ses impacts comme auxiliaire de recherche. Puis enfin, on interviewait des conseillers municipaux, des gens des municipalités, des intervenants, des gens des CLSC, du CIUS de l'Estrie. Puis, dans le fond, on collectait des données pour essayer d'améliorer nos pratiques. Et ça ressortait, tout ce que tu viens de nommer, Jeanne-Marie, là, ça ressortait, entre autres, l'accès à Internet, puis les impacts sur autant les femmes que les enfants en apprentissage aussi qui sont à l'école, tout ça. Donc, oui, tout à fait. Ce qu'il appelle les anges gardiens de M. Legault, là, c'est qui, ça? Les anges gardiens de M. Legault. C'est ceux qu'on veut retourner, là, présentement. Là, On veut retourner présentement, mais par ça, même si on pense aux Québécois de souche, là, c'est qui? C'est la majorité des femmes. Ah, oui. La majorité des femmes qui travaillent comme travailleurs sociaux dans le réseau, c'est la majorité de femmes qui travaillent comme infirmières, c'est la majorité de femmes qui travaillent comme des proches aidants.
Et c'est eux, ce sont ces femmes-là qui tiennent debout notre société, qui sont aujourd'hui exposées, qui ne sont pas soutenues, qui sont épuisées, qui sont en difficulté avec leur santé mentale et qui vivent aussi le stress que vivent les enfants, le stress que vivent les maris. Moi, je travaille comme consultante dans les organisations. Puis dernièrement, je travaillais avec une équipe de gens qui travaillent dans les CIS, qui sont des superviseurs cliniques. Puis là, ils s'attendent à être, je ne sais plus le terme qu'ils utilisent dans les autres de la santé, là. Tu étais psychologue ou tu étais travailleur social, puis là, on t'envoie travailler dans les CHSLD parce qu'il y a eu une inflammation. Les gens sont d'accord avec ça. Mais il faut qu'ils s'organisent. Ces gens-là, ce n'est pas des infirmières, c'est pas des... Ils ne savent pas comment ça marche. Ah ouais. Ils ne savent pas comment ça marche, ils ne savent pas c'est quoi les équipements dont ils ont besoin. Ils savent... Quand je vais y aller, là, je vais travailler, puis après, je rentre où? Et qu'est-ce que je fais si je n'ai pas une grande maison, si je ne suis pas riche pour avoir une grande maison avec 2 salles de bain, avec 2 cuisines? Comment je fais pour ne pas contaminer ma famille? Comment je fais pour ne pas... Elles vivent... Je les écoutais et je me rendais compte de mes privilèges. Je me rendais compte qu'elles, au quotidien, elles doivent répondre à des questions dont moi, je ne peux pas me poser. Ça, c'est l'autre question on parle des privilèges blancs. Là, arrêtons, là, c'est pas... Arrêtons de mettre des couleurs là-dessus. On a tous des privilèges. Mais moi, je me rendais compte que ces femmes-là se cassent la tête aujourd'hui, dans la pandémie, avec des questions que moi, je ne me pose pas. C'est là où se trouve mon privilège. Et comment je fais pour les soutenir, ces femmes-là? Et qu'est-ce que le gouvernement fait pour les soutenir, ces femmes-là? Ben oui, je la pose la question, Jeanne-Marie. Comment on fait? C'est comme citoyen là, dans la vie de tous les jours, tout le monde, pour participer, pour enrayer les violences systémiques, institutionnelles, ce qui se passe présentement avec la pandémie. Qu'est-ce que, comme citoyen, on peut faire au jour le jour? Là, tu sais? Moi, j'ai une petite sœur qui vit en Belgique, là, que j'adore. Elle fait des choses dans son coin. Je la vois poster sur sa page Facebook, genre quelque chose du genre vous travaillez dans le système de la santé, vous n'avez pas le temps pour aller faire vos courses. Envoyez-moi votre liste, je vais aller vous faire. Tant qu'à être en présence de moi, je vais aller vous faire vos courses, je vais venir les déposer devant votre porte. Au moins, ça va être beaucoup moins dans votre charge mentale. Ben oui. Ça, c'est tenir en considération où sont mes propres privilèges, quels sont les privilèges que j'ai que les autres n'ont pas, et comment je peux mettre. J'ai une amie qui s'appelle Amel Zaza qui dit tout le temps, les privilèges là, c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est comme des puissances. C'est des endroits où moi j'ai du pouvoir que l'autre ne l'a pas. Comment je peux mettre mon pouvoir au service de celui qui l'a pas? Alors ma soeur, elle me dit, moi j'ai du temps, je travaille à la maison, ma maison est chauffée, j'ai mon ordinateur, j'ai plus d'enfants, j'ai du temps, je travaille. Alors que ces femmes-là sont en train de soigner des gens qui meurent et qui ont peur puis qu'elles voient l'horreur à l'hôpital. Qu'est-ce que je peux? Je peux offrir 2 heures de mon temps. Et une femme qui a des jeunes enfants, qui est en train de sauver les gens à l'hôpital et qui n'a même pas le temps d'aller à manger. Ce qui fait que moi, je me dis, si le problème, c'est que l'État-providence nous a habitués à ce que les dépenses, on va les trouver. Je ne sais pas où est-ce qu'on va les trouver, mais quelqu'un d'autre va les trouver. Ce n'est pas à nous, ça ne nous concerne pas. Mais si le sort de nos voisins, de nos collègues, de nos enfants, de nos amis nous concernait, peut-être compléter quelque chose. Tu sais. Pardon. Et si moi j'aime ça, et si on commençait par prendre des nouvelles, tu sais, prendre des nouvelles de nos voisins, de notre famille, des gens qui nous entourent, c'est quoi les besoins? Puis soutenir nos anges gardiennes. Et soutenir les personnes âgées, là. Ouais. Nous ne connaissons pas une personne âgée qui est toute seule, qui vit toute seule, qui vit dans l'isolement. Est-ce que je prends le temps de prendre mon téléphone pour l'appeler? Juste ça, tu sais. Bon, écoutez, j'avais peut-être avant qu'on se quitte, une autre question. Si vous avez encore un petit peu de temps, Samira, ça va? Tu peux rester encore un petit peu? OK.
je me demandais, est-ce que en fait, c'est quoi les actions qui sont prévues dans les prochaines semaines, les prochains mois, que ce soit la Fédération des femmes du Québec, que ce soit du côté de John Howard, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant pour enrayer les violences systémiques et institutionnelles envers les femmes? Écoute, Patrick, on a fait, nous, au comité, le comité de la campagne des 12 jours, on a fait une représentation auprès de la famille de la ministre qui est chargée de la condition féminine. Mm-hmm. Puis on lui a déposé un certain nombre de revendications pour s'adresser à ça. Mais on compte continuer. Cette lutte-là est une lutte de tous les jours. On en parle beaucoup dans les journaux pendant la campagne des 12 jours, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des milliers et des milliers de femmes sur le territoire québécois qui ne font que ça, nuit et jour, tout le temps, à l'axe, tout le temps dans les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, tout le temps dans les centres femmes, tout le temps dans les C3S. Il y a des gens qui ne font que ça, combattre, en tout cas, soutenir les femmes qui vivent des violences domestiques comme les violences systémiques. Il y a des organismes qui s'en occupent à longueur d'année. Et nous, notre enjeu, c'est de travailler sur la question de la solidarité, de la sororité et de combattre ce discours qu'il y a dans l'espace public qui nous divise pour dire que notre préoccupation, c'est que toutes les femmes du Québec, que ce soit une femme qui vit avec un TDAH et qui a de la misère à organiser son travail au travail, comment on fait pour protéger son travail? Que ce soit une jeune fille qui vit des problématiques d'Asperger, comment on fait pour que dans nos écoles, on prenne en considération ces questions-là? Ça, toute la question du validisme ou toute la question de la neurodiversité, on veut travailler là-dessus. On veut travailler contre le racisme systémique, on veut travailler contre le sexisme systémique, contre le capacitisme systémique. Et en fait, je pense que notre préoccupation, c'est d'arrêter de travailler contre pour de plus en plus essayer d'ériger collectivement, solidairement, un monde qui nous ressemble. On commence à regarder, il y a tellement de choses qui mettent des bâtons dans les roues des femmes de toutes sortes, des femmes de toutes les couleurs, des femmes de tous les âges, des femmes de toutes les religions. On peut se battre contre les vents à plus jamais en finir. Et nous, on veut concentrer nos forces à savoir c'est quoi le monde que nous voulons et comment on peut travailler à édifier ce monde que nous voulons. Et comment on peut trouver un discours qui fait que les hommes, par exemple, deviennent nos alliés. Je voudrais dire, moi, avant de finir, que je suis une femme, je suis une mère, je suis une grand-mère. Mais la mère que je suis là, c'est la mère d'un fils aussi. Une fille, mais j'ai aussi un fils. Mon petit-fils, là, c'est un homme en devenir. Et ma question, c'est comment on fait pour aider nos hommes, nos frères, nos pères, nos fils, nos petits-fils à se décoloniser l'esprit eux aussi et à se libérer de l'emprise du patriarcat pour que les femmes soient moins maltraitées. Comment on fait pour tendre la main et pour trouver, et c'est quoi le discours, c'est quoi les attitudes dont nous avons besoin pour leur dire, vous êtes nos frères, vous êtes nos amoureux, vous êtes nos pères, vous êtes nos fils, nos petits-fils. Et ce qu'on veut, c'est édifier avec vous un monde meilleur pour nous tous. Puis me demander, Jeanne-Marie, me demander de co-animer ce rendez-vous-là avec toi. Si c'est pas une main tendue, je sais pas c'est quoi. Puis moi, je te réponds, pour te remercier, mais en fait, je le fais déjà, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, puis que je veux pouvoir
investir dans ma vie de tous les jours, mais dans ma vie professionnelle aussi. Je travaille, je tends vers ça. Donc, merci de me faire allier toutes les deux oui, voilà, de cette tentative globale d'essayer d'enrayer la violence systémique envers les femmes. Quand tu as un podcast, là, tu pourrais, une fois ou 2 mois, donner la parole aux organismes qui s'occupent des femmes, genre. Ah, tiens. D'alliés. Samira, je ne sais pas si tu sais, mais Jeanne-Marie, c'est la 3e fois qu'elle vient au podcast depuis l'été. Donc, elle a sa carte chouchou. Je t'en remets une. Voilà, c'est une carte virtuelle. Là. Mais si tu veux revenir. Samira, est-ce que tu veux toi aussi nous parler un petit peu de ce qui s'en vient de ton côté chez John Howard? Parce que, dans le fond, ce que j'entends de Jeanne-Marie, c'est qu'on en fait déjà quand même pas mal. Là, on rajoutait pas trop sur l'assiette. Si déjà ce qui est là peut continuer à vivre, c'est déjà beaucoup. Mais est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont prévues là, dans les prochaines semaines? Pour la John Howard, nous, on se concentre là sur le service d'accompagnement à l'hébergement et dans l'idéal d'avoir une résidence ou soit des appartements satellites pour les personnes que l'on accompagne, d'adapter nos services. Pour les femmes, parce qu'elles ont des besoins justement différents. Mais ce n'est pas seulement juste de les adapter, c'est de les écouter. Et moi, en tout cas, l'approche qu'on a actuellement, c'est vraiment, on fait évoluer le service par rapport aux besoins que la personne va nous exprimer. Parce que moi, dans mon bureau, je peux lire toute la littérature que je veux, je peux rencontrer même des personnes, mais si c'est pas la personne elle-même qui vient me dire ce dont elle a besoin, on va reproduire les mêmes schémas que l'on est en train de qu'on a depuis plus d'1 heure, on est en train de discuter. Donc là, d'adapter nos services en donnant la parole aux femmes, même la parole aux hommes. Et pour le comité des femmes d'ici, d'ailleurs, égal en droit avec la Ligue des droits et libertés section Québec, on est en train de travailler sur l'élaboration d'un atelier contre les différentes formes, les différents types d'harcèlement qu'une femme peut vivre au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit à la maison, que ce soit à l'épicerie, dans une administration publique, peu importe, différentes sphères. Déjà, comment donner les outils, de savoir qu'elle arrive à détecter qu'elle est victime de ces violences-là. Et aussi à l'harceleur, lui aussi, de lui donner, ou l'harceleuse, de lui donner ces outils-là, de lui dire, ah, là, tu es en train justement de provoquer de l'harcèlement psychologique, ou toute autre forme d'harcèlement. Donc, de donner ces outils-là aux deux parties afin que les personnes soient mieux outillées justement dans leur cheminement, parce que le but, c'est d'animer ces ateliers-là auprès de jeunes, mais également auprès de femmes et auprès d'hommes dans la société. Voilà. Là, les prochaines actions pour le comité, ça sera l'élaboration de ce... Bravo, encore pas mal de pain sur la planche. Samira Figuigui, Jeanne-Marie Rouguira. Jeanne-Marie, tu voulais nous dire un petit mot avant qu'on se quitte? Je voulais juste dire à Samira comment je suis très, très contente de la voir rencontrée et que j'ai des collègues à la Fédération des femmes du Québec qui ont envie de collaborer avec elle et avec son organisme sur la question de la décriminalisation du travail de sexe qui constitue une porte d'entrée des discriminations systémiques faites aux femmes. Wow. Ma porte est grande ouverte. Merveilleux. J'adore ça, moi. Jeanne-Marie, elle n'arrête pas de créer des liens. Tout le temps. Un gros merci à vous deux. Ça a été une très, très belle rencontre. Encore une fois, je vous remercie. Je remercie Jeanne-Marie pour la confiance, la Fédération des femmes du Québec, de m'avoir permis de co-animer ça avec vous. Je vous rappelle que cet épisode-là va être disponible sur les ondes de la station de radio CIAX 98.3 FM, sur toutes les plateformes de balado-diffusion, Balado Québec, Spotify et compagnie. Et dans quelques jours, quand j'aurai terminé le travail, là, ça sera disponible aussi sur YouTube. Et bien sûr, sur Facebook, les gens qui sont en direct avec nous peuvent partager la vidéo qui va être probablement traitée là, au cours des prochaines minutes et qui va être disponible là, à nouveau pour les gens qui ne pouvaient pas être avec nous en direct. Alors voilà, merci beaucoup. Merci à vous deux.
Bonne fin de journée à vous. Bonne invitation. Au plaisir. Au revoir.